Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue sur Diaspora TV. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Entretien, M. Théophile Onana. M. Théophile Onana, bonsoir. Bonsoir et merci de me faire la sympathie de m'inviter. Vous êtes le bienvenu sur nos plateaux. Alors, il y a de cela 2 ans, je vous recevais sur notre plateau, nous étions sur RIDEF. Et je vous présentais comme aspirant docteur en économie, je vous présentais comme écrivain, je vous présentais comme le tout nouveau délégué du RDPC dans la province de Ferrara en Italie. Je vous présentais également comme écrivain. Alors, quelques années se sont écoulées. Aujourd'hui, M. Théophile Onana, combien de casquettes? Parce qu'à l'époque, je pense que c'était 5. Aujourd'hui, combien de casquettes vous portez? Comment vous présentez aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas, je dirais comme Léopold Sédar Senghor, je suis un homme multiple. Donc c'est dans cette multiplicité, vous savez, donc il faut faire un certain nombre de choses dès lors qu'on est un acteur, surtout pour des questions politiques. Et vous savez donc qu'un acteur politique ne peut pas uniquement rester sur le volet politique. Déjà, il peut avoir une formation professionnelle, il peut aussi aimer l'écriture comme j'aime l'écriture, donc ce qui fait qu'on peut avoir une casquette multiple. Disons que donc, en ces années qui sont écoulées, vous êtes devenu effectivement docteur en économie, parce qu'à l'époque vous étiez aspirant docteur, vous êtes devenu effectivement docteur en économie. Bien évidemment, vous savez bien, vous avez été à ma soutenance. Donc, Alors, pour entrer dans le vif de notre émission, alors, M. Théophile Onana, comment se porte le RDPC aujourd'hui à Ferrara? Je dirais que le RDPC au niveau de Ferrara se porte comme celui national, donc au Cameroun, il se porte bien. Nous sommes actuellement vers la mise sur pied des organes de base, donc à Ferrara, effectivement, sous peu on aura une cellule. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour permettre que ce qu'on a commencé il y a cela 2 ans, qu'on puisse effectivement donc mettre sur pied cette cellule qui va permettre maintenant le bon fonctionnement des organes de base à l'étranger. Vous savez donc c'était le décret du président de la République du 11 septembre 2014 qui faisait donc de l'Italie une section. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, surtout nous au niveau de Ferrara. Donc toute l'Italie sera une section. Il y aura une seule section en Italie. C'est différent un peu comme en France. En France on a 2 sections, il y a Paris Nord, Paris Sud. Ce sont 2 sections. En Italie on aura exclusivement une section. Ferrara sera une sous-section. Non, Ferrara sera une cellule. Une cellule. Une cellule. Excusez-moi, parce que sur ces affaires politiques, moi je suis un peu naïf. Donc il y aura la section en Italie, il y aura maintenant avec le siège à Rome. Avec le siège à Rome et des cellules un peu dans les différentes villes, dans les différentes provinces. Bien, justement pour rester dans cette logique du RDP, dans cette logique politique, disons qu'en tant qu'homme politique, aujourd'hui, 33 ans après que le RDPC gère un peu, disons, le pays, pour parler simplement, nous sommes passés des grandes ambitions aux grandes réalisations et sont des thèmes qui voient le jour pratiquement 33 années après. Alors, peut-on dire qu'avant les grandes ambitions et les grandes réalisations, le RDPC nageait dans un somnambulisme politique? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne saurait le dire, ça ce serait un crime de lèse-majesté que de dire cela. Donc il faut comprendre que l'environnement dans lequel nous évoluons a des mutations. Ces mutations n'ont pas été favorables déjà pour la situation du Cameroun, il faut le dire. Donc nous partons d'abord au Cameroun des années 90, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité au niveau du Cameroun. On a donc ce problème de dévaluation du franc CFA, ce qui fait que notre monnaie perd sa valeur. Le fait que notre monnaie ait perdu sa valeur est un problème économique. Ça va à la fin donc créer une récession puisqu'on a une dette élevée qu'on doit payer. Donc l'argent, pour faire simple, de façon prosaïque, l'argent qu'on va dépenser pour payer la dette sera élevé. Donc le taux d'intérêt de la dette sera élevé. Et il y a donc une récession, donc le ralentissement de la croissance. Donc il n'y a pas une croissance qui suit, ce qui fait qu'on a du mal dans notre économie à se retrouver. Et non seulement ça, nous sommes donc dans cette période de dévaluation des francs CFA. Sans vous couper la parole sur une parenthèse, comment allons-nous donc qualifier la politique du RDPC jusqu'à ce que nous entrions dans le sillage des grandes ambitions et des grandes réalisations? Mais il faut dire, le RDPC est en 85, donc de 85 à 90, vous avez les années 90, on a pratiquement 5 ans.
Ouais, donc c'était un peu... et pendant ce temps, il fallait aussi faire asseoir la démocratie. Vous savez, c'est le RDPC qui permet ce qu'on appelle aujourd'hui le multipartisme. Les grandes ambitions naissent carrément aux années 2000. Ben non, mais c'est des projets qui... Qu'est-ce qui veut dire? Pour construire un pays, il faut avoir l'ambition, il faut le rêve. Rien de grand de se faire dans ce monde sans passion. Donc cette passion, c'est le rêve. Donc on part donc vers ces grandes ambitions. Le Cameroun qui ambitionne, le Cameroun qui aimerait être émergent. Donc il faut d'abord rêver avant que de réaliser. Donc nous sommes donc dans cette vision d'un pays émergent, d'un pays qui grandit, d'une économie qui prospère. Et donc maintenant, on lance donc la phase de réalisation parce qu'on a déjà la stabilité économique. Je veux dire donc, premièrement, on a ces problèmes de dévaluation du franc CFA, comme si cela ne suffisait pas, on vit la crise. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. Donc l'État a des problèmes avec nos bailleurs de fonds, de partenaires, donc le FMI, la Banque mondiale. On a dans une vague de privatisation. Mais nous entrons dans les grandes réalisations, dans les grandes ambitions, pour après parler des grandes réalisations, alors que le franc CFA est toujours dévalué. Le franc CFA est dévalué, mais il fallait payer la dette. Dès lors qu'on a pu éponger la dette avec l'atteinte à l'achèvement PPTE, qui nous permet de ne plus avoir la dette. On est crédible sur le marché international, on peut maintenant aller emprunter vers nos partenaires pour lancer des travaux, parce qu'il faut comprendre que pour investir, il faut, si c'est un problème interne, il faut avoir épargné. Sur le plan économique, si on n'a pas une épargne forte qui permet donc l'investissement, on est obligé d'aller vers des partenaires pour emprunter de l'argent. Donc ce qui fait qu'en épongeant la dette, on peut donc aller vers des partenaires extérieurs pour emprunter de l'argent. Voilà, donc c'est pas ce qui fait qu'on a donc des moyens pour pouvoir donc réaliser. Aujourd'hui justement, comme docteur en économie, je vous parle sous l'angle économique, alors que nous vivons toujours la dévaluation du franc CFA, comment pouvons-nous, parlons du Cameroun, justement, disons, asseoir effectivement ces grandes réalisations, alors que nous sommes toujours dans les grandes réalisations. Alors, et les défis sont en train d'augmenter parce que la démographie a augmenté, c'est-à-dire que la population elle a augmenté, les besoins ont augmenté, les problèmes aussi augmentent. Nous avons la déstabilisation, disons, un peu du côté nord du Cameroun avec le Boko Haram qui ne cesse de nous créer des... Ça veut dire qu'il faut également avoir des investissements qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, en analysant la chose comme économiste, alors que nous sommes toujours dans la dévaluation, les problèmes ont augmenté. Comment il faut comprendre une chose. Alors lorsqu'on parle de son dévaluation, votre monnaie perd la valeur. Mais maintenant, on a pu travailler. Il y a eu donc une période d'austérité que le Cameroun a eu à vivre. Donc le président a dit, retroussons les manches. Si on a suivi le discours du président de la République, quand on lui demandait à retrousser les manches, c'est parce qu'on avait une dette vis-à-vis de l'étranger. Il fallait donc éponger ces dettes. Mais dès lors qu'on a épongé la dette, vous n'avez plus de dette, ça vous donne une possibilité d'aller donc emprunter de l'argent à l'extérieur pour faire donc tous ces grands projets. On a des partenaires économiques qui nous permettent donc maintenant, parce qu'on est crédible, ils peuvent nous emprunter l'argent. Moi, il faut dire le taux d'intérêt avec lequel on emprunte l'argent. C'est ça le problème. Le problème de la dette n'est pas un facteur en économie contraignant, mais ce qui est problématique, c'est que si la croissance ne suit pas, il faut que le taux de croissance soit élevé par rapport au taux d'intérêt de la dette. Donc c'est un peu ça. Si le taux de croissance est élevé aujourd'hui, le Cameroun va à une croissance de 5%, ce qui fait qu'avec le taux de dette qui est à 3%, c'est une situation économique qui nous permet d'oser, d'aller donc emprunter de l'argent pour pouvoir maintenant réaliser. Donc c'est ce que le président est en train de faire maintenant. Et vous parlez du problème de la démographie, c'est vrai. L'économiste Robert Mathius pose ce problème que la démographie, pour que la démographie est un facteur contraignant à l'économie, il faut bien que les ressources suivent avec la démographie. Mais ce que le président est en train de faire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a quelques petits problèmes, encore de délestage, des petits pompes d'eau, que nous sommes en train de résoudre avec des grands projets sur les barrages. Alors je vais donc comprendre que, disons, en tant que naïf dans le secteur économique, que le Cameroun est sur une... Nous sommes sur la bonne voie, dans le sens où rassurer tous les Camerounais qui nous écoutent, rassurer ces Camerounais que nous sommes sur la bonne voie, pour arriver à industrialiser, pour créer le travail, il faut d'abord le secteur énergétique. Donc, dès lors qu'on a mis donc, cette énergie qui permet une industrie lourde, parce qu'il faut l'énergie, on consomme l'énergie, toutes les industries consomment l'énergie. En quelques mots, est-ce que vous avez quelques chiffres qui parlent par exemple du taux de croissance ou bien de... Notre taux de croissance est à 5,5%. Notre croissance est à 5,5% selon les chiffres du FMI qu'on peut tous voir, donc nos partenaires qui peuvent voir que... l'emploi jeune, l'emploi jeune, on est en train de créer des emplois, nous sommes en train de créer des emplois. Il faut comprendre que le problème avec le Cameroun, c'est qu'il n'y a que le secteur public qui crée plus d'emplois. Or, le secteur privé n'est pas encore... on a mis des mécanismes pour accompagner les entreprises. Aujourd'hui, au Cameroun, en 72 heures, on peut créer une entreprise, ce qui n'était pas avant. Donc, ce qui fait qu'on encourage les partenaires à aller investir au Cameroun.
Donc c'est un peu ça. Donc ce qui fait que si l'emploi, du moins au niveau du secteur privé suit, ça pourra permettre que les jeunes puissent trouver du travail. D'autant plus qu'aujourd'hui notre système éducatif est beaucoup enchanté vers la formation. Vous avez le ministère... Le volet fiscal au Cameroun... La fiscalité aujourd'hui est une fiscalité qui permet à des jeunes entreprises, certaines... qui ne vont pas payer comme des entreprises déjà implantées, donc ce sont des politiques qui permettent maintenant aux entreprises de pouvoir ne pas avoir des problèmes avec la fiscalité. Si vous suivez l'actualité au Cameroun, on crée des lycées chaque année. Chaque grand vacances, au mois d'août, le Premier ministre crée de nouveaux lycées, de nouveaux CRS, il y a de nouveaux établissements privés et publics, le secteur privé même, il a une forte expansion. J'évoquais cela parce que moi je pense que justement pour arriver à la création des entreprises, parce que vous avez parlé par exemple de la fiscalité favorable aujourd'hui à la création des entreprises, il faut également avoir des je comprends votre problème. Le problème peut-être peut se situer au niveau donc, de cette formation emploi. Donc une formation qui est beaucoup plus orientée vers l'emploi, donc sortie de cette formation classique où on avait des gens qui avaient une licence en lettres modernes françaises, licence en histoire, licence en biologie, mais beaucoup plus centraliser les choses vers la formation professionnelle. Et ce qu'on est en train de faire, le ministre Zakari Pélévert, aujourd'hui à pied d'œuvre pour que cela soit fait. Ça, c'est un aspect en fait. Comment voyez-vous l'éducation au Cameroun? C'est-à-dire en termes d'investissement sur l'éducation des jeunes. Bon, l'État a beaucoup investi sur l'éducation des jeunes, il faut le dire. Aujourd'hui, nous sommes des politiques où tous les Camerounais doivent avoir accès. On a l'école primaire est gratuite, par exemple. Au Cameroun, l'école primaire est gratuite. On a permis que la création des lycées, on a augmenté le nombre d'universités, universités d'État. Vous savez ça, donc le nombre d'universités d'État a augmenté, ce qui fait que l'État a ce souci d'éducation. L'État a ce souci d'éducation, ce qui fait que des milliers de Camerounais aujourd'hui, récemment, nous sommes en pleine session des examens, dont le baccalauréat. Vous voyez que le nombre de jeunes Camerounais qui vont courir à la porte de FUSIPA pour pouvoir passer ces examens baccalauréat augmente d'année en année. Donc c'est dire qu'il y a des lycées qui sont là. On ne peut pas augmenter le nombre de jeunes demandeurs de passer ces examens s'il n'y a pas les infrastructures. Alors on peut donc conclure. Eh bien, je peux dire que, pour ce qui regarde l'économie des Camerounais, elle est prospère. Non, mais il faut comprendre que c'est des langues de mauvaise loi qui disent un certain nombre de choses. Déjà, l'opposition, on sait que ça, c'est son rôle. Celui de critiquer, on a reçu assez de volets de bois vert à ce sujet, que le Cameroun, il n'en était rien, c'est l'inertie totale, rien n'avance, et des coups de boutoir. Non, concrètement. Ne tirons pas le débat sur... Il faut comprendre que, dès lors que vous dites que, est-ce qu'il faudrait... Là, je vous demander si, en tant qu'économiste, vous pouvez dire aux Camerounais qu'ils peuvent rester... Nous rassurons les Camerounais. Techniquement, le Cameroun a pu échapper à cette crise financière où les pays européens ont des problèmes de la croissance, l'Union européenne. Aujourd'hui, en France, la France a une croissance de 0,1%, or que le Cameroun en est à 5,5%. Donc les chiffres sont là, ils parlent. Est-ce que pour cela, il faudra en avoir peur? Pour une question à laquelle je voudrais que vous répondiez par oui ou non, les Camerounais peuvent être tranquilles pour ce qui regarde l'économie. L'économie du Cameroun va très bien. Oui. Alors, restons toujours dans le cadre de l'économie pour évoquer maintenant le partenariat avec les accords de partenariat avec l'Europe. Alors, ces APE avec l'Union européenne. Alors, comment vous entrevoyez cela? Comment vous voyez? Je dis, c'est une très bonne chose, d'abord pour l'économie Cameroun. Certains ont crié au loup à la bergerie que non, il n'en est rien de cela. Le problème, c'est qu'il faut voir, ça permet d'abord, au niveau du Cameroun, d'avancer vers ce qu'on appelle une position de qualité. Parce que vous n'avez pu rester fermé comme si vous étiez seul, sans intégrer le reste du monde. Donc dès lors que vous avez ces accords, ces ouvertures, ce sont des accords qui permettent l'ouverture, ce qui fait qu'il y a des produits honorés au niveau de l'Union européenne qui peuvent entrer au Cameroun. Donc c'est ce qui permet que, ceux qui ont crié, ils ont dit que le Cameroun n'étant pas une économie qui a une forte industrialisation, ce qui fait que ce sera un problème pour nous. Mais que non, ça permet plutôt au Cameroun d'avancer vers une production de qualité, sachant que c'est des produits qui vont sortir et qu'on est exigeant de l'autre côté. Donc il y a ça. Il y a maintenant, le fait de produire va permettre d'augmenter nos exportations, puisque si on a une production de qualité, on va augmenter nos exportations. Pour parler seulement de ces exportations, je voudrais faire un exemple simple, un exemple très simple pour essayer de comprendre. Alors, le Cameroun, aujourd'hui, tu as parlé de son degré d'industrialisation, comparé à celui de l'Union européenne, parce que c'est un accord entre un État
C'est un accord partiel, il faut aussi le dire. Donc, on n'intègre pas totalement. Qu'il soit partiel, c'est un accord partiel. C'est un accord entre un État économiquement et industriellement faible et une grosse puissance, une grosse machine industrielle. Alors, en termes simples, si le Cameroun devrait produire en un jour une bûchette d'allumettes, ou bien disons une bûchette d'allumettes, l'Europe ou bien l'Union européenne, en un jour, en produit 50 ou bien 100. Mais en termes d'exportation et importation, est-ce qu'il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'il ne faut pas voir cela à ce niveau et uniquement s'arrêter là et avoir peur. Ce qu'il faut, ici, il peut avoir d'abord une chose qu'on appelle le patriotisme économique. Vous savez, les Camerounais vont comprendre que si nous, on fabrique des produits de qualité, les Camerounais auront besoin, donc la demande au niveau de nos produits, la demande intérieure va d'abord augmenter au niveau de nos propres produits. C'est qu'on va réduire la demande externe. Donc, des produits venant de l'Union européenne peuvent certes entrer, mais s'il n'y a pas, si cette offre de l'Union européenne ne trouve pas une demande, donc alors il y aura un problème. Donc, pour l'Union européenne, on va comprendre qu'au Cameroun, par exemple, on consomme pour faire des produits camerounais qui sont fabriqués au Cameroun, parce qu'ils sont déjà de qualité. Donc, il faut comprendre cette ouverture en tant que cela nous permet d'élever le niveau de notre production, une production de qualité. Et maintenant, donc, je comprends votre inquiétude sur ce plan de production de qualité, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut comprendre que ça remet notre économie à niveau. Ça nous permet de nous réveiller de son somnambulisme, donc de comprendre que nous sommes en pleine concurrence et que même s'il n'y avait pas eu ces accords de partenariat, le monde est global, le monde est universel. On parle de mondialisation, dès que ces produits seraient toujours entrés. Ma peur était située sur le déséquilibre d'échange. Il peut certes avoir des déséquilibres, mais c'est un problème le consommateur exprime des préférences. Le consommateur exprime des préférences en économie par rapport à des produits. Ce que j'ai compris de votre discours, c'est que cela met notre économie, disons, un peu au défi. En état d'alerte. En état d'alerte, au défi. Voilà, on a dormi maintenant. Voilà, soit une économie prospère, mais qui produit de la qualité, qui va maintenant aller faire face aux autres économies du monde. Non seulement celle européenne, il ne faut pas qu'on s'arrête à ce niveau. Puisque le monde... la consommation interne. Donc, si la consommation interne augmente, ça peut donc permettre d'augmenter l'épargne interne. Et l'épargne interne qui va augmenter l'investissement. Voilà donc comment c'est ça qui va donc permettre la création de la richesse, donc la croissance économique. Sur ce sujet, donc, il faut également dire aux Camerounais de saluer cet accord. Mais il faut le dire, on n'a pas peur. C'est pour ça que le président de la République est un visionnaire sur le plan économique. Il a écrit un livre pour le libéralisme communautaire. Donc, il avait déjà cette vision du libéralisme, cette vision d'ouverture, dès lors qu'il prenait même le pouvoir. Donc, vous comprenez que ce n'est qu'une suite logique de ce qu'il a pu dès le départ. Donc, on comprend que c'est un homme qui est soucieux, qui voudrait conduire l'économie du Cameroun. Vous parlez là de libéralisme, et pourtant, nous avons comme une sorte d'étouffement. Non, cette ouverture, dans le sens de l'économie, cette ouverture des partenaires étrangers, extérieurs de l'Union européenne qui viennent investir au Cameroun, qui viennent avec leurs produits, c'est le libéralisme. Donc on libéralise pour sortir de ce qu'on appelle le monopole légal. Donc le monopole parfois de l'État, l'État était seul. Donc on libéralise l'économie, on l'ouvre à la concurrence. Donc cette ouverture donc, à la concurrence, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Et le président avait déjà écrit ça depuis. Alors vous avez parlé de libéralisme en termes de rapport économique avec l'Occident. Le libéralisme en économie, c'est l'ouverture à la concurrence. D'une économie qui avait ce qu'on appelle un monopole légal, donc le monopole de l'État, où l'État peut-être était seul, entreprendre dans un secteur d'activité. L'État donc ouvre ce secteur d'activité à d'autres partenaires économiques privés. Donc on appelle le libéralisme. Donc l'État reste toujours, il peut rester dans cette économie, dans cette activité économique. Et il ne privatise pas ces sociétés, mais maintenant l'État peut passer du libéralisme, donc libéraliser l'économie, à la privatisation de ces structures, ce qui a été fait pour beaucoup de sociétés. Alors, monsieur Tufran, en tant qu'économiste, comment vous voyez le secteur privé au Cameroun? À mon avis, moi j'ai l'impression que le secteur privé au Cameroun étouffe un peu, parce que j'ai parlé avec quelques opérateurs économiques ici sur le sol européen qui décrivent le fait qu'il leur est quasiment difficile de faire certaines importations pour le Cameroun. Par exemple, il y a des gens qui me parlaient, par exemple, d'exportation de l'eau minérale, l'exportation même de la bière, l'exportation d'un certain nombre de choses. La pression douanière qui n'était pas favorable à ces importations-là. Le Cameroun même dit qu'à l'aéroport, lorsque vous présentez 2, 3, 4 bouteilles de vin, peut-être que vous avez mis cela même pour vos parents, il y a déjà...
Non, La non, non. douane qui vous Il faut dit comprendre, non, il faut là, comprendre que... la douane, parce que vous partez vendre, Il faut parce comprendre une chose, c'est que l'État le secteur privé, a ce qu'on appelle je voudrais vous parler le du protectionnisme. Le protectionnisme. Ces partenaires qui voudraient certes aller au Cameroun, aller écouler leurs produits, le Cameroun doit secteur. Il s'assurer. s'agit là des Camerounais qui veulent. Même s'ils sont des Camerounais, l'État doit s'assurer de la qualité. L'État est garant de tout ce qui se passe dans une république. Donc l'État doit s'assurer de la qualité de ces produits. Il y a des produits parfois qui ne sont pas de bonne qualité, qui entrent chez nous. Il y a des produits de mauvaise qualité, ce qui est étiqueté, ce n'est pas ce qui est dans le produit. Donc l'État doit s'assurer de la qualité, que ce qui est effectivement écrit sur l'étiquette, c'est ce produit. Donc l'État s'assure à travers ces mécanismes. Donc, et maintenant, revenons pour le problème de la douane. La douane elle n'est pas aussi... c'est vous tout à l'heure qui décrivez le fait qu'on ait, à travers ces accords de partenariat, permis qu'il y ait cette ouverture. Et vous, maintenant, vous dites qu'il y avait ces problèmes de... Vous comprenez que donc, ces accords de partenariat sont importants parce que ça permet l'entrée de certains produits qui hier ne pouvaient pas entrer, qui étaient taxés sur le plan de la douane. Et maintenant, ça peut entrer. Mais est-ce que c'est pour autant que le fait qu'on n'a pas pu permettre ça? Il faut comprendre que l'État a un souci. Il est comme un père de famille. Il suit ce qu'on appelle la diligence d'un bon père de famille. Donc, il est soucieux de tous les autres qui ne participent pas à cette activité économique. L'opérateur économique peut certes avoir un mobile raisonnable. Il voulait faire son activité économique, mais l'État doit s'assurer que tous les autres citoyens sont protégés par rapport à cette activité économique. L'État protège-t-il, selon vous, bien évidemment, le secteur privé au Cameroun? Mais l'État protège le secteur privé. L'État, je vous parlais de cette fameuse loi qui permet à 72 heures de créer une entreprise privée. L'État a mis des lois qui permettent à ce que le secteur privé ait cette liberté de pouvoir s'exprimer. Mais l'État reste toujours régulateur. Il reste régulateur de l'activité économique. Vous avez parlé de l'énergie, qui est en fait quelque chose de très important. Parce que l'énergie, sans énergie, il n'y a quasi pas de développement. Alors, comment comprendre que jusqu'à aujourd'hui, nous n'ayons qu'une seule société productrice d'énergie qui monopolise tout le secteur de l'énergie, alors que sur le sol européen, par exemple, il a permis même à des privés d'investir dans la production de l'énergie et de revendre l'énergie Ce qu'il faut comprendre. Pourquoi ne pouvons-nous pas arriver au Cameroun, par exemple, à permettre aux individus, permettez-moi de finir, aux individus, de produire même l'énergie solaire, l'énergie éolienne, avec notre climat qui est très favorable. C'est ce que j'aurais bien voulu vous dire, qu'il n'y a pas que cette énergie dont on dit, il y a bien l'énergie solaire, qui est un secteur privé qui aujourd'hui a une place fondamentale dans l'économie du Cameroun. Beaucoup aujourd'hui préfèrent cette énergie solaire. Aujourd'hui, il y a une seule société, Eneo, qui monopolise. Mais non, Néo ne gère pas des plaques solaires, par exemple. Non, qui monopolise tout le commerce de l'énergie. Mais non, cette énergie a été donc soumise à l'action privée, parce que l'État du Cameroun a eu cette diligence. Il faut le dire que le président de la République a compris que c'était important, mais le problème c'est que ces carences en énergie, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'autres compagnies. Certaines compagnies, on utilise par exemple cette énergie électrique, des barrages. Il faut donc bien les produire. On n'a pas cette capacité d'arriver au niveau du nucléaire. Vous savez, pour entretenir un barrage, c'est des milliards de francs CFA pour arriver là. Donc, aujourd'hui, nous avons donc lancé les grands projets au Cameroun, ces projets structurants, qui vont permettre donc d'arriver. Ma question est beaucoup plus celle-ci. Selon vous, monsieur de Philan, en tant qu'économiste, ne pensez-vous pas que si on libéralisait vraiment le secteur de la production énergétique au Cameroun, il a été libéralisé, on pourrait gagner mieux? C'est-à-dire que permettre même aux individus, même s'ils sont dans leur quartier, s'ils ont des terrains qui leur le secteur a été libéralisé. Nous sommes aujourd'hui en Néo. Vous parlez de Néo, non? Je ne sais pas. Il sait que Eneo, c'est une société privée. Donc, vous parlez donc des Néo. Avant qu'Eneo n'arrive, c'était la Sonel. C'était la Sonel. Après, on est passé à la Sonel, qui était donc libéralisée, la forme libéralisée de l'économie, de l'énergie. On était donc d'abord dans une forme qui était donc la Sonel, où l'État était donc avec ce qu'on appelle un monopole légal. L'État donc a ouvert cette activité à ce qu'on appelle à libéraliser. Non, il n'est pas on libéralise d'abord avant qu'on arrive à la privatisation. On ne saurait privatiser si un secteur est fermé où l'État a un monopole légal, où c'est le seul, parce qu'il faut comprendre que l'État peut être donc dans un secteur et comme seul, à travers ce qu'on appelle le monopole légal, s'il définit ce bien en tant que bien public et qu'il comprend que le secteur privé ne peut pas aller investir dans ce secteur, alors l'État s'engage dans ce secteur pour produire ses biens. Alors, parlons donc énergétiquement parlant. Je peux donc aller au Cameroun, installer mes panneaux solaires,
Et il y en a qui veulent revendre des panneaux solaires. C'est une activité privée. Et revendre l'énergie que je Ces Camerounais qui vous écoutent, vous et moi tout à l'heure, là, savent faire des panneaux solaires pour en avoir. Il y en a qui déboursent 1 500 000 francs. Et c'est une activité privée. Donc je peux aller produire cette énergie et la revendre. Bien évidemment, il y a l'énergie, d'autres formes d'énergie. Il n'y a pas que. Donc il faut comprendre. Il y a plusieurs formes d'énergie. Voilà, il faut comprendre qu'on a ouvert à la concurrence. Maintenant, il faut que les partenaires arrivent. Mais ils doivent utiliser des fonds d'énergie. Il faut qu'il y ait des barrages, il faut qu'il y ait des centrales à gaz. Donc ce que l'État du Cameroun est en train de faire maintenant, mettre cette énergie à la disposition des sociétés qui viendront d'en prendre, et pour que le Cameroun n'ait plus de problèmes de pénurie, pour que le Cameroun ait une industrie lourde. Donc c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Vous voulez justement rassurer encore une fois de plus la population camerounaise sur... Bien évidemment. Le problème c'est que les populations ont augmenté, il y a eu un phénomène d'exode rural. Donc les gens sont beaucoup plus allés en ville. Et lorsqu'ils vont en ville, ils abandonnent les villages, il y a une demande forte d'énergie. Donc ce qui fait qu'on n'a pas suivi. C'est vrai. Donc maintenant, on est en train de vouloir pallier à cela. Des mécanismes sont mis en place pour que les Camerounais puissent retrouver le sourire. Alors, de votre discours, il me semble que tout est rose. Non, l'État veille. C'est-à-dire que l'État ne voulait pas... Sur le terrain, il y a quelques l'État ne voulait pas affecter ce stress aux citoyens. L'État veille. Les choses ne peuvent pas marcher à la vitesse de la lumière, mais l'État met des mécanismes en place. Ça prend du temps, nous sommes en situation économique. On ne peut pas construire un barrage en 2 mois. Il y a d'autres facteurs, parce que le problème, c'est qu'il y a peut-être des facteurs qui ne sont des facteurs naturels. Par exemple, nous sommes dans une zone de forte pluie. Parfois, la pluie permet d'arrêter les travaux. Certains travaux ne peuvent pas avancer avec une forte pluie. Alors monsieur Théophile Onana, justement, pour couvrir cet aspect économique de notre entretien, si vous aviez du pouvoir au Cameroun, parce qu'il semble que, selon ce que vous dites, que tout est rose, économiquement parlant. Y a-t-il quelque chose à reprocher si vous avez du pouvoir? Disons, quel est l'avenir? Notre parti est le pouvoir. Il faut le voir, notre parti est le pouvoir. Et ce qui fait que je crois qu'aux politiques qui sont mises en place par ce parti, qui est un très grand parti. Donc l'avenir économique du Cameroun, je le dis, il y a espoir. Il faut dire qu'il y a espoir. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, on avait des problèmes de taux de croissance. Nous sommes sur une croissance qui évolue. On est parti donc de 3% à 4,4%, à 5,5%. Donc une croissance qui continue, qui évolue. Elle n'est pas ça. Peut-être ce qu'on voulait, on voulait peut-être une croissance à 2 chiffres. Mais ça n'arrive pas. On est en train de travailler, en train de mettre cette industrie en place, en train d'aller vers ces projets structurants qui pourra permettre que tous les Camerounais puissent trouver de quoi pouvoir gagner leur vie. Et c'est ce que l'État est en train de faire. Donc permettre que tout le monde puisse trouver le travail, un travail décent. Donc on sort peut-être du secteur informel vers un secteur formel. Donc on est en train de structurer notre économie. Elle est en pleine construction. Je dis, nous avons eu d'abord une période de crise, une période non seulement qu'il y avait la crise qui nous menaçait, il y avait aussi les problèmes de dévaluation du franc CFA. Donc on a vu tous ces problèmes. Il y avait le plan d'ajustement structurel avec le FMI. Donc on est sorti de tout ça. Donc nous avons notre liberté aujourd'hui de pouvoir disposer de notre économie. Parlons de l'opération Hyperville. Alors, ne pensez-vous, moi j'ai toujours pensé, hein, ça c'est mon point de vue à moi. Et ça vous engage, vous êtes libre d'avoir une opinion. Quelle opération Hyperville nous coûtait plus cher qu'elle nous était bénéfique. Parce que, alors, moi je dois toujours penser qu'il y a des missions, par exemple, d'analyse financière, d'ingénierie financière, d'audit, qu'il faut souvent déplacer des grands comptables du pays ou bien de l'extérieur, les mobiliser pour arriver à prouver que quelqu'un peut-être a mis la main sur ce qui n'était pas, sur ce qui était en deniers publics, etc., etc. Mais à la fin, lorsqu'ils sont condamnés, il me semble que la condamnation, je ne sais pas si on leur demande de rembourser ou bien si l'État saisit quelque chose pour justement couvrir le tort qui a été causé à l'État. Il me semble que peut-être que nous investissons sur quelque chose qui, à la fin, ne nous permet pas de récolter l'investissement. Sur l'opération Hyperville, il faut comprendre d'abord deux choses. C'est que le premier élément, c'est que c'est une opération d'abord qui a un caractère pédagogique. Il faut sensibiliser les gens sur la corruption. Elle est là. C'est un facteur contraignant à notre économie. D'abord.
de Dieu maintenant amener des gens à répondre. Parce qu'à un moment donné, on ne répondait plus. On est des responsables, donc à répondre de leurs actes. Donc, ils ont eu de façon abjecte à conduire des activités politiques publiques, donc ce qui est mis comme argent pour un certain nombre d'actions publiques. Ils ont donc géré cela à d'autres fins, pas à de bonnes fins. Donc, ce qui fait que pour assainir le milieu, il faut bien qu'il y ait des coûts. On peut peut-être perdre maintenant pour que demain, on ait une économie plus saine et plus prospère. Et puis qu'on ait les Camerounais, une autre génération des Camerounais avec d'autres mentalités qui vont comprendre que la corruption n'est pas une bonne chose. Elle tue un système. Elle ne permet pas l'évolution du système. Donc il faut comprendre qu'il y a aussi une action pédagogique. Il ne faut pas seulement comprendre l'action répressive. Il y a une action pédagogique. Et maintenant, l'État voudrait rentrer dans ces fonds en créant peut-être, vous avez vu, le tribunal criminel spécial, qui est un tribunal qui a une autre mission. Faire rapatrier des fonds, permettre à ce que ces fonds rentrent dans les caisses de l'État. Ce qui n'est pas facile. Les gens ont mis peu de l'argent. Ils ont su comment dissuader ces fonds dans des banques, des paradis fiscaux. Et c'est pour ça que l'État est donc obligé d'envoyer des missions pour aller comprendre comment ça se passe pour récupérer cet argent, parce qu'il y a aussi ce problème. Le problème n'est pas savoir où l'argent est logé, mais comment faire pour entrer dans ces fonds. Parce qu'il faut bien aussi justifier, c'est un individu qui est allé ouvrir un compte, par exemple, et maintenant l'État qui voulait saisir ce compte. Il faut bien qu'il y ait des accords aussi avec le pays où les fonds ont été logés. Nous changeons un peu de casquette, nous sortons de l'économie pour parler un peu de l'environnement politique au Cameroun. Parce que comme je l'ai dit d'entrée du jeu, vous êtes homme politique, vous êtes d'ailleurs délégué du RDPC à Ferrara en Italie. Je suis un fervent militant du RDPC. Un fervent militant du RDPC. Alors, parlant de l'environnement politique au Cameroun, monsieur Tofilona, comment vous apercevez c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du plateau politique au Cameroun? Comment le voyez-vous, le futur politique? Il faut dire que le paysage politique camerounais, le paysage politique camerounais est aujourd'hui en pleine mutation. Il faut dire que les jeunes, davantage, ont un intérêt pour les questions politiques. Hier encore, ce n'était pas possible. Il y avait certaines castes d'acteurs qui sont arrogés des privilèges en politique et qui n'ont pas voulu bouger d'un camp. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une génération, on peut dire, on les appelle des jeunes loups aux dents longues, qui ont faim de pouvoir produire. Vous faites partie de ces jeunes loups? Je ne sais pas. Donc de pouvoir apporter aussi une expertise sur les questions politiques, parce qu'ils en ont des compétences. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a donc d'autres partis politiques qui s'ouvrent. Il y en a des gens qui ont démissionné. Le président de la République, le président national de notre parti, lorsqu'il s'exprimait lors des 30 ans du RDPC, il disait qu'il y a certains camarades qui sont allés créer leur parti politique. Et ce qui est une très bonne chose. Ça enrichit le paysage politique camerounais. Donc ce qui fait que c'est un paysage aujourd'hui riche avec beaucoup de partis politiques, mais seulement avec un pluralisme aussi. Donc cela crée également de la diversité d'opinions. Bien évidemment, bien évidemment. Et puis les libertés sont respectées. Vous n'avez qu'à suivre. C'est plutôt un avantage. Vous n'avez qu'à suivre les débats politiques au Cameroun sur des plateaux de télévision, ce qu'on dit, comment on parle même de la personne du président de la République. C'est une institution. Mais sur ces plateaux, on dit beaucoup de choses sur le président de la République. Bon, on est obligé, puisque c'est la démocratie, d'être tolérant et d'accepter ça aussi. Alors, d'aucuns ont toujours confondu, d'aucuns ont toujours défini le RDPC comme parti État. Et d'aucuns décrit un peu le fait que le RDPC profite justement de ce privilège qu'il a aujourd'hui d'être aux affaires pour réprimer de façon parfois un peu brutale d'autres partis, parce que nous avons vu quelques images à travers Internet où, par exemple, la leader je pense son parti CPP de Kawara, par exemple, au niveau du marché central de Douala, où la police réprime fortement une de ces manifestations. Et récemment également, j'ai lu sur Internet que le CPP avait été interdit au défilé à Yaoundé. Qu'en est-il? Ce malheureux événement dont vous faites bien évidemment bien de convoquer ici, il faut dire que cette dame a eu une attitude peu citoyenne. Elle a bloqué la circulation dans une route. Vous savez ce que ça coûte aux autres citoyens qui n'ont rien à voir des questions politiques?
On peut certes avoir des revendications politiques, mais ce n'est pas là, ce n'est pas le lieu. Le président national de notre parti, il a dit une fois, en février 2008, il me souvient, que ce n'est pas dans la rue qu'on prend les décisions d'une république. Il y a des institutions où on prend certaines décisions, les décisions de la république. C'est-à-dire que si cette dame dont vous avez signifié le nom tout à l'heure, Mme Kawala, a besoin de faire des revendications, donc elle peut permettre que son parti aille aux élections et qu'il y ait une place à l'Assemblée nationale pour apporter des revendications, un changement. Elle a bloqué cette dame, c'est malheureux événement, elle a bloqué la circulation. C'est une attitude peu citoyenne dans une république. Alors, en termes de réponse à ceux qui pensent que le RDPC profite justement de ce privilège d'être... Mais non, nous sommes sous un régime de déclaration. Il n'y a plus d'autorisation au Cameroun pour avoir une manifestation politique, il faut juste déclarer. Nous sommes dans le régime de la déclaration. Mais l'objet de la déclaration ne doit pas être changé. Par exemple, vous dites que vous venez ici pour faire une réunion politique. Il faut bien que ce soit une réunion politique dans tel lieu et respecter le lieu. Si vous changez de lieu, alors maintenant là, les forces de l'ordre peuvent intervenir, les autorités administratives, donc les sous-préfets, parce que ce que vous dites là, c'est que les sous-préfets seraient de connivence avec le RDPC qui travaillerait pour museler l'opposition, ce qui n'est pas vrai. Comment l'opposition fait pour aller aux élections? Que ce soit législative, municipale, présidentielle, dans ce cadre-là, on aurait pu bien le faire avant. Comment l'opposition fait pour faire certaines campagnes? Mais le parti de Kamto, ils vont sur le terrain. Ils sont partis, actuellement, il y a beaucoup de partis politiques qui sont partis rencontrer nos forces de défense. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui pensent ainsi, hein, puisque moi je vous ai rapporté des faits qui ne manquent pas de moi. Alors, je vous ai rapporté des faits que j'ai vus par exemple sur Internet ou bien lus sur des journaux. Il peut se trouver. Alors, il semble qu'il y a des personnes qui pensent que le RDPC jouit profite du fait qu'il soit... Moi je pense qu'on pourrait profiter, parce que là, je pense qu'on n'a pas d'éléments de preuve, et dès qu'on n'a pas d'éléments de preuve, on ne peut pas dire que le RDPC profite. Je suis un légaliste, je ne me prononce pas de cette façon, mais ça me prend pour dire que ça, ce sont encore une fois de plus des élucubrations de la part d'une certaine classe politique qui voudrait. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre que les Camerounais ne sont pas dupes. Le RDPC, c'est le parti qui a le plus d'expérience. C'est l'un, actuellement, l'UPC, certes, c'est le plus vieux parti, mais le RDPC a pris quand même une certaine place considérable. Parce que le RDPC, c'est le seul, pour dire vrai, parti national qui est réparti sur tout le territoire camerounais. Au Cameroun, le seul parti où on peut retrouver, aller à Mandoumbe, aller dans tous les coins. Vous allez retrouver le RDPC. Ce qui fait qu'il jouit maintenant de cette popularité. Que généralement, à la veille des élections, il y a des gens qui battent campagne, hein, qui donnent des sacs de riz, des cubes, et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut comprendre que nous sommes... En 5 ans, 2 kilos de riz suffisent-ils à une famille? Non, ce n'est pas un problème. Et là, il faut que... Et c'est nous qui voulons que nous évoquions les thèses selon lesquelles nous sommes des Africains. Nous sommes un peuple bantou. Lorsqu'on va rencontrer les gens, on va toujours avec des présents. Ce qui fait que ce qui est légitime, lorsque notre parti va nous rencontrer des militants sur le terrain, parfois il faut bien qu'il y ait des présents. On peut leur apporter la nourriture, c'est salutaire. Nous sommes un peu partout. Ça, c'est notre coutume. On ne saurait faire une véritable démocratie, comme certains pensent au Cameroun, sans qu'on intègre ces facteurs. Ces facteurs qui nous sont chers, et à partir de là, on arrive à s'identifier. Et comme vous m'avez reçu justement chez vous avec cette bouteille d'eau, naturellement, nous sommes un peu partout. Donc, en venant pour nous rencontrer... Comme un bon bantou. Chez nous, il est ainsi. On apporte de l'eau. Vous avez même dans la Bible, lorsqu'Abraham a reçu les trois anges, il a rapporté d'abord de l'eau pour se requinquer. Parlons un peu du RDPC, justement, pour célébrer les 30 ans du RDPC. Il y a eu une conférence, je pense, j'étais invité même d'ailleurs. Et vous avez tour à tour observé une minute de silence pour la regrettée, en mémoire de la regrettée Madame Foni. Vous avez observé une minute de silence pour nos soldats. À la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur au nord. Mais je n'ai pas entendu une minute de silence pour la mémoire de ces enfants innocents, de ces femmes ou bien de ces hommes qui ont été sauvagement abattus par Boko Haram. Comment comprenons cela? Peut-on comprendre que quand on dit c'est que dans votre politique,
les militants, ou on est militant et on bénéficie de la sympathie, de votre sympathie, ou bien Je vous vois venir, hein, M. Baudelaire, je vous vois venir. Je vous vois venir. Je veux dire, dès lors qu'on se présente à une élection présidentielle en tant que candidat d'un parti politique, dès lors qu'on est élu, on devient l'élu de la nation, même pour les partis qui ne vous ont pas eu. C'est ça. Et le président de la République n'a jamais marginalisé personne. On connaît bien sa politique, ce n'est pas une politique marginale. Donc, il a même, à quelques moments, ouvert les portes du gouvernement à certains partis de l'opposition. Certains hier, même des caciques qui hier même encore, en avaient après lui, critiquaient le président de la République, ont eu aujourd'hui des places. Je suivais mon regard. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont issus des partis d'opposition. Donc c'est comme pour dire que le président a une vision du Cameroun, une vision entière du Cameroun, une vision globale d'un bon père et en toute diligence. Voilà. Et maintenant, bon, pour répondre, cette minute de silence, c'était un choix. On aurait peut-être pu faire le choix contraire, celui de penser à ces Camerounais. Il faut le dire, c'est malheureux, on condamne cela, cette barbarie, dont Boko Haram est l'objet, qui Boko Haram orchestre au niveau de cette partie du Cameroun. Donc, ce qui fait que nous ne sommes plus intègres dans notre propre pays, nous qui voulions toujours l'intégrité territoriale. Hein, c'est ça qui est l'élément du progrès. Si vous voyez donc notre parti a son emblème, unité, progrès, démocratie. On saura avoir de progrès sans intégrité territoriale si on n'a pas cette paix. Donc le président de la République a toujours revendiqué. Donc ce qui fait que c'était un choix, on aurait pu choisir autre chose. Donc on a pensé à Mme Foning de regretter mémoire parce qu'elle a quand même eu un moment donné à apporter ce moment dit de Brest, le moment de Brest à Douala pour se présenter, montrer sa face et pour être maire comme elle a fait au nom du RDPC, il fallait saluer ça. Elle a fait beaucoup d'actions pour le RDPC, donc il fallait qu'on ait quand même ce moment saluer Mme Foning. Et maintenant nos soldats, c'est eux qui sont au front. Bah, je ne dis pas le contraire. Donc ce qui fait que c'était juste été un choix, ce casting, on aurait pu faire autrement. Donc merci déjà de nous signifier cela. Vous voyez que nous sommes un parti citoyen, un parti ouvert même aux critiques et qu'on accepte vos critiques. Bah, disons que cela peut-être a été une omission. Et... Ben non, pas une omission, je dis un choix, c'était juste un choix. C'était juste un casting qu'on aurait opéré de cette façon-là. On aurait pu faire toute autre chose. Maintenant que vous l'évoquiez, peut-être les prochaines fois, on ne manquerait pas de le faire. Alors, parlant justement du RDPC, alors comment se porte le RDPC aujourd'hui sur le plan national et même international? Le RDPC se porte très bien, il y a eu des renouvellements. Nous avons, il y a eu une campagne de vente des cartes récemment, donc pour que nos militants restent fidèles. Il faut dire, voilà une fonds de financement du RDPC. On parle des ventes des cartes. Le RDPC se finance par des ventes de cartes. Donc, on a vendu les cartes, on a renouvelé, on a rajeuni, on a créé de nouvelles sections, que ce soit le président de la République, le président national, ma foi, le président national de notre parti, a créé de nouvelles sections à l'étranger, donc une en Italie, une au Sénégal. Donc, vous voyez que le parti se porte bien, le parti grandit, le parti intègre davantage. Il y a donc d'autres militants, d'autres partis politiques qui intègrent notre parti. Alors, je voudrais parler un peu de du président national du RDPC, M. Paul Biya, qui également est président de la République. Alors, je ne lui souhaite pas, je ne veux pas dire qu'il est bien à la fin de son mandat, bien à la fin de son existence. Dans tous les cas, il est plus âgé que nous, il est notre papa, il est notre grand-père. Peut-être vous êtes beaucoup plus habile, il y en a qui parlent de fin de règne. Voilà, il parle en termes de règne comme s'il était un roi. Disons que naturellement, il est plus âgé que nous, il est notre aîné et que nous savons que tout être qui naît, il grandit et puis un jour, il s'en va aussi. Alors, si le président Paul Biya venait à quitter la présidence du RDPC aujourd'hui, alors, comment êtes-vous, quels sont les textes ou bien, existe-t-il des textes ou bien comment êtes-vous en train de préparer cette transition? Je veux reprendre comme le ministre de l'enseignement supérieur, de la communication du RDPC a dit sur l'antenne de RFI, le champion est là. Donc on ne peut pas dire que notre champion, non, on sait qu'il est là, d'abord. Maintenant, pour faire sérieux, le RDPC a des textes de base qui encadrent le fond, des textes et les statuts du parti qui encadrent ce parti. Je dis c'est un parti structuré, le mieux structuré actuellement au Cameroun, le RDPC. Je vous magnifie d'aller au Cameroun, de voir d'autres partis politiques, ce qu'ils proposent. Tout ce qu'ils ont, c'est le vieil Moscou, qui vendent aux Camerounais.
comme si cela était un projet de société. On sait, sur les plateaux, on sait. Tout ce qui vend, c'est le Yahi Mosco. Donc, nous sommes le seul parti politique bien situé. Ce qui fait que, comme M. Biya... Ça va me présenter dessus. Non, Mosco. mais c'est ce qu'ils font. Ils vendent comme fonds de commerce politique. Or, les Camerounais ont besoin d'autres choses. Donc, si M. Biya n'est plus là, le parti va évoluer. Il va continuer parce qu'il a des textes. Après M. Aïdjo, le parti a continué. Et le pays même aussi a continué. Donc, M. Biya est conscient et il met des mécanismes. Mais si, en 2018, nous le disions, il est toujours là, on voit sa santé, il se porte bien, il est candidat, alors il va aller aux élections présidentielles. Il ne faut pas qu'on soit là à spéculer sur des questions qui sont bien évidentes. Vous parlez du rajeunissement. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que M. Biya, justement, passe la main peut-être à un plus jeune et qu'il serve de... Mais d'abord... Non, laisse-moi finir. Qu'il lui serve cette sagesse qu'il a accumulée depuis plus de 30 ans qu'il a aux affaires. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes ici en politique. Et c'est que beaucoup de personnes, quand ils se prononcent sur certaines questions, oublient le domaine dans lequel ils sont en train d'évoluer. Nous sommes ici en politique. Et qu'on a la légitimité politique dès lors que les militants nous acceptent. Il y a le Congrès qui élit le président de la République. S'il est élu au Congrès, ce n'est pas à des individus de dire que M. Biya doit partir. S'il est élu par les Camerounais comme président de la République, ce n'est pas un individu. Non, je dis. Je crois que s'il est élu au Congrès comme président de RDPC, alors c'est normal. Ensuite, vu que vos textes prévoient que le président de RDPC est candidat, alors il est candidat. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a donc ces mécanismes qui sont là. Donc, on ne parle pas des questions politiques à partir d'ex nihilo. Donc, on se sert des éléments politiques pour parler je voulais analyser. Non, je suis en train de répondre aussi à nos dictateurs qui ne... De façon institutionnelle. Ça, c'est ce qui est institution. C'est-à-dire, c'est que vos textes, ce qui est régi par vos textes. Alors, maintenant, ce qui est codifié, ce qui n'est pas tacite. Alors, justement, je voulais maintenant dire, selon vous, en termes simples, en citoyen simple, ne pensez-vous pas qu'il est temps de laisser également la place à un jeune? Parce que moi, j'ai souvent dit, moi, j'ai souvent pensé, au Cameroun, il y a une sorte d'aliénation de la jeunesse. Permettez-moi de le dire, permettez-moi de m'expliquer. Parce que moi, je suis né, j'ai grandi, j'ai fait l'université, j'ai fait déjà environ pratiquement 11 années à l'université. Je n'ai connu qu'un seul ministre d'éducation, d'enseignement supérieur. Vas-y. Alors, j'ai connu peu de mutations pour ce qui regarde, pour ce qui concerne l'équipe dirigeante au Cameroun. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand tu écoutes un Camerounais, je parle en termes très simples pour me faire comprendre. Lorsque tu te promènes dans les rues du Cameroun, tu vas voir un jeune qui te dit Monsieur Jacques Famdongo a dit ceci. C'est-à-dire, il me semble que les jeunes ne pensent même plus, ne croient même plus qu'ils peuvent contrarier Monsieur Jacques Famdongo, ou bien qu'ils peuvent contrarier, par exemple, Monsieur Joseph Orona. Ils pensent qu'il y a des jeunes Camerounais qui pensent que la connaissance, ou bien la connaissance, l'intelligence appartient aux vieux. Alors, ne pensez-vous pas que si le président de la République aujourd'hui donnait la chance, la possibilité aux jeunes de s'exprimer mieux en leur donnant des responsabilités, cela pourrait être une ouverture. Je vais vous surprendre. Alors vous dites que ça fait depuis 11 ans. Vous êtes là, si on fait 11 ans, nous sommes en 2015, on rentre en 2004. En 2004, oui. En 2004, le ministre actuel en prison, Jean-Maria Kanamabala, il est ministre d'enseignement supérieur. En 2004. Oui. Il est ministre d'enseignement supérieur. Et pour dire que le président a fait confiance aux jeunes. On a fait confiance aux jeunes. C'était des jeunes qui avaient des postes de ministre. Regardez actuellement au Cameroun. Il y a des jeunes qui sont entrés au gouvernement. Il y a des jeunes qui ont des postes de responsabilité. Les directeurs généraux de société, ce sont des jeunes. Je vous dis, des jeunes. Quelques deux jeunes ministres au Cameroun. Il y en a assez. Le ministre des Travaux publics ambassade, c'est un jeune. Le professeur Laurent Serretunegwa, c'est un jeune. Les jeunes ont des places au Cameroun. Je peux en citer comme ça. Même 7 ministres qui sont des jeunes. Actuellement au Cameroun. Amatou Mouna, de l'agriculture. Elle est bien jeune. Alors, si on va donc citer maintenant des jeunes
Rentons maintenant donc voir ceux qui sont à Kondengui. Le premier ministre Inoni Efrem était jeune, il est en prison. Jean-Mané Tangamabara était jeune. Olangadawana était là, Abba était là. Donc vous voyez donc jusqu'où les jeunes nous ont conduits. Vous parlez de Inoni Efrem, même maman, tout le monde là. Quand il parle de jeunes, en fait. Non, je vous dis donc qu'on a fait confiance. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait confiance. Il y a des personnes qui se situent entre la trentaine et la quarantaine. Hein. Mais il faut qu'ils aient cette expérience. On entre en politique quand on ne devient pas ministre, on nomme des acteurs politiques ministres. Les ministres, c'est une fonction politique. On n'est pas né ministre ou certains croient qu'on est ministre à vie. Non. On exerce des fonctions politiques, on devient ministre. Il peut avoir qu'à un moment donné, donc, au sein des partis politiques, on peut aller chercher l'expertise ailleurs. On peut nommer donc certains partenaires, dont la société civile, ministre. Mais le problème, c'est qu'il faut une activité politique. Et les jeunes entrent en politique quand? Par exemple, le Sénat, c'est à 40 ans. Si on veut d'abord être sénateur, il faut être ministre, il faut être maire. Donc il y a tout un passage pour être ministre, dont on ne se lève pas un matin sans que vous ayez une certaine expérience, et on vous donne ministre. Non. Il faut comprendre que si vous voyez les anciens, c'est parce qu'ils ont une expérience. Et ils ont quelque chose à transmettre. Donc les jeunes peuvent aussi apprendre, s'asseoir et apprendre, et ils auront le temps. Alors pour sortir justement de cet aspect politique, de ce que l'on en tant que jeune homme politique, il faut le dire, comment définissez-vous la politique? La politique, moi, je dis, c'est un monde intéressant. La politique, c'est où il y a tous les changements dans la vie d'une république. J'en veux pour preuve l'Italie. Lorsque Mario Monti arrive dans une situation de crise politique, il n'a pas pu faire certaines réformes parce qu'il n'est pas un acteur politique. Ces réformes ont été bloquées. Mais dès lors que vous avez vu que les acteurs politiques sont arrivés, ces réformes peuvent être conduites parce que les politiques ont une vision différente et ils ont une légitimation, ils sont légitimes. Donc, parce qu'ils sont issus d'un parti politique qui est d'abord un appui stratégique. Bon, ce qui fait donc qu'on arrive donc à conduire certaines actions parce qu'on est un acteur politique. Donc, la politique, c'est le lieu où on change tout dans une république. C'est le lieu où on prend des décisions. Et c'est pour ça que moi, j'invite aujourd'hui les jeunes à s'intéresser à des questions politiques. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit, moi je ne ferai pas la politique parce que la politique c'est un monde sale, la politique c'est un monde dangereux. Que non. Et ce n'est qu'en politique qu'on peut changer une république. Ce n'est qu'en politique qu'on prend des décisions. Et ceux qui ne rentrent pas en politique, ce qu'on fait pour vous, sans vous et contre vous, comme on dit, si vous ne faites pas la politique, vous faites. Et la politique pour moi c'est d'abord la passion. En dernier mot pour sortir vraiment de la politique, M. Péchilodana, pour vous la politique c'est un service ou bien un métier? C'est le service. Parce que c'est une passion, on aimerait être au service des Camerounais, apporter notre contribution. Regardons un peu l'actualité, l'actualité internationale, en quelques deux, trois questions. Alors, il vient d'avoir des élections au Nigeria, nous avons vu une transition saluée au niveau africain et même au niveau mondial. Alors, au Cameroun, pouvons-nous rêver d'une transition de la sorte? Mais vous les journalistes, vous avez cette manie de toujours vouloir intégrer tout autour du Cameroun. Mais il faut comprendre que, d'abord, il faut savoir ce qui s'est passé au Nigeria. Donc, Goodluck qui a accepté la victoire de Buhari, ce qui est déjà un instrument important pour la démocratie et pour même la stabilité et pour continuer aussi avec la lutte contre Boko Haram. Vous savez qu'il est général de formation, ce qui fait que c'est un élément et un signal fort. On sait dès qu'il est arrivé, il a commencé certaines manœuvres maintenant pour s'ouvrir au Cameroun. Donc je crois que c'est salutaire et que ça pourra bien profiter au Cameroun. Donc maintenant, pour dire que chaque démocratie a ses spécificités. Le Nigeria n'est pas le Cameroun. Le président de la République, notre président national de la RDPC a dit le Cameroun, c'est le Cameroun. On a nos spécificités, nos réalités qu'il faut intégrer. Donc le Nigeria, c'est un système qui est issu de la colonisation anglaise. Ils ont eu ce qu'on appelle l'indirect rule. Donc une administration de façon indirecte. Or, nous sommes issus des colonies françaises, ce qui fait qu'on a notre système de gouvernance politique. Donc une autre vision même de la scène politique. Donc il faut comprendre ça de cette façon. Le Cameroun est en train va organiser d'abord la CAN féminine, je pense 2016. Et la FIFA menace de retirer l'organisation de la CAN. La CAF. La CAF, pardon. En train de menacer de retirer l'organisation de cette CAN féminine au Cameroun parce que ça va être les institutions, les infrastructures ne sont pas encore achevées, ne sont pas encore à même d'accueillir justement cette prestigieuse compétition.
Alors, vous en tant qu'acteur politique, Ben, comment voyez-vous cela que notre grand pays, le Cameroun, une grande nation de football, soit menacé pour ce qui concerne les infrastructures footballistiques? Bon, pour cette information, je n'ai pas la bonne information, je ne vais pas raconter les balivernes, mais toutefois, il en reste que le stade Omnisport est en construction. C'est l'un des stades qui devrait normalement abriter cette Coupe d'Afrique féminine. Donc ce stade est en construction, il a donc accusé un retard. Et le Cameroun, je crois bien, a dû adresser une correspondance à la CAF pour signifier ce retard. Il y a des problèmes de pluie, on ne peut pas travailler, on ne peut pas arriver à faire tout ce qu'on a voulu, on a prévu à temps. Ce qui fait que le Cameroun a sollicité le report de la CAN féminine, il me semble bien. Donc je ne sais pas, je crois que la FIFA, la CAF, ma foi, a dû acquiescer cela. Donc je ne sais pas jusqu'où on est avec cette information. Au dernier minute, je n'ai pas eu à la vérifier avant de... Comme grande nation du football depuis les années 90, il s'est révélé au monde entier. Aujourd'hui, en 2015, nous parlons encore d'un stade qui menace l'organisation d'une coupe. Mais non, ça fait partie des infrastructures. Il faut revoir les infrastructures ont une durée. Hein. Il faut les amortir, donc il y a une période, et puis pour relancer, il faut entretenir. Donc actuellement, notre stade est en pleine réflexion, ce qui est normal, pour pouvoir abriter que ce soit la CAN féminine et que ce soit la CAN masculine. Donc, et jusqu'en 2015, notre championnat national, je regarde souvent quelques matchs là, se jouent encore sur des terrains en sable. En 2015. Mais il faut comprendre, et c'est ça qui est le problème. C'est vrai qu'avec l'ouverture sur Internet, ce qui nous permet l'ouverture sur le reste du monde, on a toujours envie de rêver. Voir ce que les autres ont, on ne sait pas les efforts qu'ils ont consentis, on ne sait pas leur potentiel économique pour arriver à ces infrastructures. Ce n'est pas comme ça qu'on construit les choses en Europe publique. Donc, ce sont des politiques publiques qu'on met pour accompagner un certain nombre d'infrastructures, pour accompagner l'action de l'État. Donc, ce qui fait que, et ce n'est pas priorité, nous, au Cameroun, on ne voulait pas priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est sur les projets structurants. C'est vrai qu'on va intégrer ces projets de construction des stades parce qu'on doit abriter la Coupe d'Afrique 2019. Celle féminine est un essai, juste un essai pour voir si les infrastructures, pas seulement au niveau des stades, mais des hôtels aussi. Des hôtels qui doivent accompagner les routes. Yaoundé, la route, l'axe de Yaoundé-Douala en train de être réflexionné, il sera même beaucoup plus large qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui va avec. Donc nous sommes dans cette dynamique. On pense pour parler de priorité, nous avons vu le Cameroun ces dernières années en termes de football. Par exemple, disons, en Afrique du Sud, et à la CAN, au Brésil, nous avons vu une équipe décousue, malade, plein de problèmes. Toutes les grandes nations vivent ça. On sait ce qu'a été le premier mondial africain, ce qu'a été pour l'équipe de France. Hein, elle est sortie où? C'était une déculottée, on en sait tous. Donc ce n'est pas que le Cameroun, le Brésil, l'équipe brésilienne. Donc ce sont il faut comprendre, à un moment, on peut avoir... Je voulais m'orienter. Alors, vous avez parlé de priorité, peut-on comprendre que notre football, notre chouchou national n'est pas une priorité? Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a avancé, on a mis tout ce qu'il fallait pour le football. Je crois qu'actuellement, on est en train de le reconstruire avec la FECAFOOT qui a un comité de normalisation et qu'il y a même eu l'adoption du code électoral, donc ce qui va permettre que tout soit mis en place. De ce côté-là, je crois que c'est ça quand même un élément de renaissance de notre football. Donc, il est en construction et voilà, ça ira. À la dernière CAN, justement, nous étions assis autour d'une table, supportant pleinement le Cameroun et nous étions tous déçus de la prestation de Volker Finkel après qu'il a été reconduit. Quels sont vos sentiments par rapport à cette... Le problème, c'est qu'il faut comprendre que l'État ne voit pas les choses comme des simples citoyens. L'État intègre beaucoup de facteurs que nous, on n'en a pas. Il y a ce qu'on appelle un problème d'asymétrie sur le plan de l'information. Donc, on n'a pas des éléments d'appréciation. On ne saurait donc apprécier à juste valeur pourquoi est-ce que Wolf Finke a été reconduit qu'un autre. On aurait peut-être pu prendre un autre, ça aurait peut-être beaucoup plus causé un retard en termes de préparation parce que les Lions sont aujourd'hui sont en France en train de se préparer. Donc, ça aurait pris du retard pour la préparation des Lions. Ça aurait pris un retard, peut-être, je ne sais pas moi, ça aurait peut-être été des coûts beaucoup plus élevés. Donc, l'État analyse tous ces facteurs que nous, on ne voit pas. Nous, on aime simplement chipoter sur des questions sans qu'on ait des éléments d'appréciation. Disons qu'en se prononçant comme Camerounais, comme citoyen camerounais,
Êtes-vous satisfait? Hein, Bon, satisfait, je fais confiance. confiance à ceux qui ont choisi M. Finke. Donc c'est ça un peu le problème. J'ai fait confiance aux institutions de la République. Non, non, Je fais confiance. Laissons l'aspect des institutions. Vous, en tant que Camerounais, un citoyen camerounais, êtes-vous satisfait de son bilan? Je suis satisfait parce qu'il faut comprendre qu'avant que Finke n'arrive, le Cameroun n'avait plus goûté la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique, je veux le dire, on a fait. Finke nous a permis qu'on ait la Coupe d'Afrique, c'est pas salutaire. Donc il faut qu'on comprenne aussi, qu'on arrive à voir ce que les autres gens font de bon et de bien. Donc on est toujours là en train de pérorer sur ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils devraient faire, tout ça. Tout le monde veut être coach au Cameroun. Donc aujourd'hui c'est M. Finke qui est l'entraîneur, on s'en tient à cela. Une dernière question pour sortir. Nous restons dans le football, nous avons accueilli la démission de Sepp Blatter après 17 ans de gestion de la FIFA. Comment vous avez accueilli cette démission de Sepp Blatter? Tout d'abord, c'était une surprise pour moi, surprise dans le sens que c'était quand même 5 jours après qu'il ait été élu comme président de la FIFA. Je me suis posé donc après la question, pourquoi, s'il savait qu'il allait démissionner, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Serait évité de convoquer l'Assemblée générale à ce moment-là, où on aurait peut-être reporté, s'il avait démissionné avant. Ça aurait permis de revoir autre chose, quoi. Donc maintenant, le faire, bon, il a ses raisons que je respecte. Je ne sais pas ce qui a pris M. Blatter, c'est peut-être une conscience pour le fait que, surtout, la CONCACAF, donc cette confédération que Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes, qui ont été, donc ces membres qui ont été arrêtés, interpellés à Zurich lors du congrès de la FIFA. Donc peut-être ce scandale qu'on dit au sein de la FIFA ont bien voulu peut-être éveiller la conscience de M. Blatter et dit voilà, il est peut-être temps de partir pour que le football continue son bonhomme de chemin sans qu'il ne soit entaché par ces problèmes des hommes qui sont actuellement là. Donc le mieux, peut-être, moi je pense qu'il a fait un bon choix que de partir. Y a-t-il lieu d'avoir un peu peur? Bon, peur pour lui, pour notre confrère. Notre confrère. Non, monsieur Issa Chiroma, il s'est prononcé. Issa Yatou, je voulais dire, excusez-moi, il s'est prononcé sur les colonnes de la CRTV à l'aéroport international de Simalé. Il a dit qu'il n'avait rien à se reprocher. Donc, il n'a rien à voir avec les corrompus. Donc, s'il n'a rien à voir avec les corrompus, par conséquent, lui n'est pas corrompu. Donc, je ne vois pas en quoi on serait inquiet pour lui. Et maintenant, s'il se trouve qu'il est impliqué, il doit répondre. C'est un peu cela. On ne va pas. La justice doit faire son travail. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais avant de conclure, monsieur Théophile Onana, en tant que ce jeune homme politique, en tant qu'économiste et écrivain, philosophe, je vais vous donner 1 minute, ou bien 1 minute et demie, ou bien 2, comme vous voudrez, de dire quelques mots aux jeunes Camerounais. Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message en tant que jeune homme qui est en train d'entrer dans la politique? La première chose, c'est d'avoir confiance en soi. Ça, c'est une élément fondamental. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne saura rien faire, on ne saura rien prétendre, même faire des grandes études. Il y en a qui ont fait des grandes études, mais qui ne mènent pas une activité sur le terrain. Le problème n'est pas les grandes études, le problème c'est d'avoir confiance en soi. Ça vous permet de mener un certain nombre d'activités. Le confort intellectuel est certes important, mais il faut comprendre aussi que le courage et l'abnégation permettent qu'on aille loin et que il faut être sérieux dans tout ce qu'on fait, tous ces problèmes qu'on entend autour de nous, de corruption, de détournement de fonds et que les gens vont en prison. C'est important que nous, cette jeune génération, qu'on vive cela. Comme je disais, c'est un facteur pédagogique pour nous dire, voilà, réveillez-vous, soyez sérieux dans ce que vous faites. C'est ainsi qu'on pourra vous considérer. Ne faites pas des choses, je ne sais pas, si vous n'avez pas d'amour pour une activité, n'y allez pas, faites des choses parce que vous avez un amour pour une activité. Donc, comme vous aimez le journalisme, faites du journalisme. Si vous aimez la politique, faites de la politique. Merci bien. Je ne voudrais pas anticiper la chose en parlant déjà de vos objectifs. Disons que en 2 mots, ou bien en 1 mot, vous pouvez faire quelques promesses aux Camerounais en tant qu'homme politique. Et par rapport à votre carrière personnelle. Ah, ma carrière personnelle, est-ce qu'elle est lancée? Peut-être une carrière d'écrivain que je suis en train de préparer. Non, la carrière politique. Bon, une carrière politique, elle est là, elle est embryonnaire. Elle est embryonnaire, je ne saurais prétendre dans ce sens-là pour dire que j'aime la politique et j'entends m'investir en politique pour apporter ma contribution. Et voilà, merci de me faire l'honneur de cette invitation. Bien, je m'attendais à ce que vous disiez, comme vous avez justement défini la politique comme un service, je m'attendais à ce que vous disiez aux jeunes Camerounais, aux jeunes frères qui nous écoutent, je vous promets de servir en tant que politicien. Non, mais le moment, peut-être si jamais j'ai la confiance, si jamais j'ai cette responsabilité,
Mais dès lors que je n'en ai pas, je m'en tiens à ce que je suis. Et voilà, je dois me former, il faut dire qu'il faut se former en politique, beaucoup de formation. Pour un homme politique, c'est ça c'est fondamental. On n'est plus aux années 70, on pouvait intégrer la politique simplement parce qu'on était homme d'affaires, comme beaucoup. Maintenant, notre génération, c'est une génération d'hommes politiques formés. Bien, merci monsieur Théophile Onana, nous sommes très honorés de vous avoir eu pendant ce moment. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission Entretien pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité pour brosser un peu des sujets qui régissent la vie de notre nation. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir et à très bientôt.